à toutes et à tous, c'est un grand format de Smart Impact que je vous propose aujourd'hui. 1 heure pour creuser les enjeux de transformation environnementale et sociétale avec un grand entretien de 26 minutes et cette question prête pour l'impact que je poserai à Pauline Darfeuille, la responsable ESG France du groupe Antalis qui appartient à un géant mondial de la distribution de papier, d'emballage et de communication visuelle. Pour ouvrir cette émission, je reçois dans 1 minute Armand Tiberge, le fondateur de Brevo, leader de la gestion de la relation client qui vient d'être certifié B Corp. Notre débat, il portera sur l'égalité des chances avec les résultats d'une étude menée par France Travail et Diversiday. Seuls 10% des Français estiment vivre dans un pays où chacun a réellement sa chance. Et puis dans notre rubrique Startup, je vous présenterai Biscornu, un traiteur pas comme les autres, une maison de gastronomie inclusive ouverte aux personnes souffrant de handicaps mentaux. Voilà pour les titres. C'est parti pour ce Smart Impact en format XXL. L'invité de Smart Impact, c'est Armand Tiberge. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Brevo, vous l'avez créé en 2012. Vous venez d'obtenir la certification B Corp. On va y revenir évidemment en détail. Mais d'abord, présentez-nous Brevo. Quel est votre métier? Quels sont vos métiers? Alors Brevo, c'est une solution de relation client pour les PME. On a plus de 500 000 clients partout dans le monde. Nos clients, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser notre solution pour gérer leurs clients, pour leur envoyer des messages, pour des communications, pour toute une stratégie digitale grâce à Brevo. Donc, en simplifiant, on va dire, sont des solutions de marketing digital. C'est quoi les enjeux de durabilité, de bilan carbone dans ces métiers du marketing digital? Parce que ça apparaît pas tout de suite. On se dit, c'est pas un métier qui va forcément émettre beaucoup de carbone. Alors, les data centers et l'IT, ça émet plus de 3% d'émissions carbone dans le monde entier. Donc, le numérique a une empreinte digitale forte. Ce n'est pas seulement les data centers, mais c'est aussi tous les réseaux de communication. Quand on est sur notre téléphone, sur notre ordinateur, etc. Donc, en fait, il y a des manières de faire qui font qu'on arrive à dépenser moins d'énergie, à être plus économe dans nos façons de faire. Donc il y a un enjeu et je pense que c'est un enjeu planétaire et chaque entreprise doit prendre sa petite part. Alors nous, on essaie de prendre notre part dans ce défi qui attend l'humanité pour ce siècle. Je vous ai posé cette question volontairement naïve parce que on est né avec le numérique sans imaginer son bilan carbone, en fait, en quelque sorte. Et donc il y a une prise de conscience. Pour vous, elle est récente, elle existait dès le début quand vous avez créé Brevo? Alors, on a grandi aussi avec la prise de conscience, avec l'époque, avec cette prise de conscience, tout à fait. C'est quelque chose qu'on avait déjà démarré il y a plusieurs années. Avec cette certification B Corp, c'est aussi, on a systématisé les choses, on a fait des méthodologies, on a mis en place des outils aussi pour mesurer l'impact carbone qu'ont les actions de nos clients sur leurs propres clients. Donc, on a mis en place des outils, mais c'est des choses qu'on a en tête depuis longtemps. Moi-même, je suis impliqué. J'ai monté une boîte qui s'appelle Solar in Blue à côté pour faire des panneaux solaires en mer. Et donc non, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur du projet depuis longtemps. Alors, avec notamment un Green Committee. Alors, c'est quoi ce Green Committee? À quoi il sert? Alors, c'est aussi pour impliquer les gens de l'entreprise. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont justement très impliqués sur les sujets carbone, qui vont vouloir réfléchir ensemble à comment on arrive à être plus économe en carbone, peut-être un petit peu moins âgé, peut-être faire un peu moins d'événements partout dans le monde, par exemple, ou alors sur les serveurs, comment faire pour être plus économe. Donc ce Green Committee, il se réunit, je crois, une fois tous les 2 mois et il va réfléchir à des actions concrètes et ensuite... Donc ce sont des salariés? C'est des salariés, particulièrement engagés. Voilà, particulièrement engagés, qui vont aussi former les autres salariés, qui vont faire des fraises du climat, par exemple, et qui ont fait des actions en interne pour promouvoir les bonnes pratiques sur ces thématiques de green et de décarbonation. Alors cette certification B Corp, vous venez de l'obtenir avec un score de 130, qui est plutôt un bon score. Déjà, pourquoi vous êtes lancé ce défi? Parce que c'est pas si simple d'obtenir le label B Corp. Oui, alors ça fait B Corp, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille dessus. Donc en effet, c'est assez... Est-ce que vous vous êtes dit, mais pourquoi on s'est lancé dans ce défi quand vous avez vu la liste des critères à remplir? Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Non, vraiment pas. En fait, on a démarré et on s'est dit, on avait plein d'initiatives à droite à gauche. Bon, c'est sur les enjeux
green, mais c'est aussi des enjeux de gouvernance, sociétaux. Donc c'est plein de choses différentes. On avait des congés, par exemple le congé paternité, congé maternité, qui étaient différents. On avait des différentes actions qu'on faisait, mais qui n'étaient pas si coordonnées que ça. Et donc là, on avait une méthodologie à suivre qui permet aussi de nous organiser en interne. Donc c'est aussi pour être consistant au niveau méthodologie. On s'est rendu compte que quand on faisait tous les pays, parce qu'on a des bureaux aux États-Unis, on a des bureaux en Inde, on a des bureaux en Allemagne, on a des bureaux en Autriche, et donc finalement qu'on est qu'on soit consistant à l'échelle de l'entreprise, ça nous a permis de faire ça. Ça nous a permis aussi de prioriser les choses parce qu'en fait il y a plein de choses qu'on peut faire et on ne peut pas mettre de l'énergie partout. Et donc cette certification Bicorp, elle nous aide à faire tout ça. Donc elle nous donne une ligne à suivre. Après, on l'adapte, c'est assez flexible quand même. Bien sûr. Mais ça nous a obligés à avoir de la cohérence aussi en interne. Ça, c'est vachement bien. Est-ce que ça vous a permis aussi d'identifier les leviers les plus efficaces ? En matière d'environnement notamment, mais pas seulement. C'est-à-dire que souvent, on se dit, je vais essayer de définir une feuille de route pour réduire l'impact de mon entreprise, mais par quoi je commence, quoi ? Voilà. Et donc là, une méthodologie, il y a des gens qui ont déjà réfléchi à tout ça. Oui. Donc c'est un système de points. Donc en fait, justement, les points, ça permet de comparer un petit peu les choses. Donc nous, on va prioriser les choses qui permettent d'aller le plus vite possible. Par exemple, typiquement, on a donné sur on a des congés paternité, 5 semaines pour tous les collaborateurs du groupe. Ça c'est et dans tous les pays. C'est déjà assez innovant en France, mais alors en Inde, en Allemagne, aux États-Unis, sur les congés maternité, c'est 22 semaines pour toutes les femmes. On a aussi ça au cœur du projet parce que au départ, on a une solution qui est aussi utilisée par beaucoup des PME, certes, mais aussi beaucoup d'associations. Donc on a 500 000 clients, 600 000 clients, et il y en a les 2 tiers qui utilisent la solution gratuitement. Et on l'assume complètement. On l'assume complètement depuis le début. Et donc cette gratuité de la solution, elle fait partie de notre modèle et on est très fiers que plein de petites structures utilisent la solution gratuitement. Et donc on a ce positionnement aussi. Donc Bicorp, c'est pas seulement une méthodologie interne, c'est aussi assumer les choses par rapport à nos employés, dire voilà, on est Bicorp, on a vraiment une mission qui n'est pas seulement de faire grossir le plus possible le chiffre d'affaires, les profits, mais aussi donner un sens à cette aventure. Et deuxièmement, pour nos clients, pour que nos clients ils comprennent que voilà qu'on s'impose un peu. Et est-ce que ça peut, pardon d'interrompre, est-ce que ça peut vous ouvrir aussi la porte de nouveaux clients, c'est-à-dire que quand ils vont voir, ok, Brevo labellisé Bicorp, note 130, est-ce que vous pensez que ça peut ouvrir des portes, ça ? Alors je l'espère qu'on n'est pas les seuls à avoir l'impact au cœur du projet. Je pense que l'impact est quand même ça va pas être le premier critère. Relativement modéré, mais je pense qu'il y a un impact. Oui, il y a un impact. En particulier auprès des autres entreprises Bicorp qui se disent attends, moi je suis Bicorp et j'essaie d'utiliser aussi des entreprises qui sont pareil, qui font ces efforts-là. Vous faites cette démarche-là ou vous allez faire cette démarche-là, c'est-à-dire de travailler un peu plus avec la communauté Bicorp. Oui, en effet, on va essayer. On a identifié quelques entreprises justement, mais c'est pas facile parce que c'est quand même un label qui est somme toute pas encore complètement démocratisé. L'entreprise Bicorp dans le monde est relativement limité. Donc on a 500 000 clients dans le monde, donc voilà, c'est un pool assez réduit quand même. Pour 500 000 clients. Et alors dans votre entreprise, j'ai lu 47 nationalités différentes qui cohabitent. Alors là, c'est aussi un défi RH, j'imagine, parce qu'il y a aussi cette évidemment dimension. Vous avez parlé des congés maternité-paternité, mais c'est un défi RH quand on a autant de nationalités différentes pour les faire cohabiter, collaborer, discuter. C'est d'abord une richesse, on peut dire ça. En effet, c'est une richesse formidable, ce multiculturalisme, qui est vraiment, depuis le début, dans l'ADN de la boîte, puisque moi j'ai monté l'entreprise en Inde. Donc, donc c'est en 2007, avant c'était une agence web. Voilà. Donc depuis le début, on a eu ce gap entre le petit Français qui arrive en Inde et qui monte sa boîte, et puis avec ses standards français, et qui collabore avec des salariés, des collaborateurs indiens.
Et donc ça, c'est un grand apprentissage que moi j'ai adoré. C'est une ouverture folle. Donc je pense qu'on a énormément à gagner. Et on a eu tout de suite des clients partout dans le monde. Et donc ça veut dire aussi des collaborateurs qui sont dans tous les pays qui sont de nationalités très, très différentes, puisqu'on doit couvrir tous les langues. Donc c'est pour ça qu'on est très multiculturel aussi. Et moi, je pense qu'on a énormément de choses à gagner à ça, parce que ça nous fait toujours prendre du recul par rapport à qui on est, par rapport à nos valeurs, de voir les autres fonctionner parfois un peu différemment. Mais c'est aussi un défi au niveau RH, parce qu'on ne peut pas appliquer toutes les politiques pareilles. Il faut s'adapter selon les pays, en particulier, je dirais, entre l'Europe et l'Inde. Aux US, c'est aussi il y a quelques différences. Aux US, il y a un défi qui est la nouvelle ère politique quand même, avec un certain nombre de consignes données aux entreprises, notamment en matière de diversité. Donc, vous êtes concerné par ça ? Ça, c'est une histoire folle. L'histoire est très très créative, on va dire. On peut voir ça sous cet angle-là. Ouais. Qui l'aurait pu l'imaginer. Non, c'est aussi très, très, très triste, évidemment. Non, nous, on n'est pas concernés parce qu'on ne vend pas nos services au gouvernement américain. Voilà. Donc, on a beaucoup de clients américains, mais qui ne sont pas des gens qui font partie du gouvernement américain. Par contre, il y a des salariés qui sont inquiets, puisque nous, on est à Austin, au Texas, Texas très, très rouge, mais dans cette ville très démocrate qui est Austin, la capitale du Texas, paradoxe, on a des salariés un petit peu inquiets. Mais nous, on n'est pas concernés directement, et évidemment, on ne change rien à nos engagements, et on continue dans cette lignée Bicorp, Impact, et que l'impact reste au cœur du projet. Merci beaucoup Armand Tiberger, à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, comment améliorer l'égalité des chances en France. Comment améliorer l'égalité des chances en France? Voilà le thème de notre débat. Je vous présente mes invités. Iris Avital, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes déléguée générale adjointe de Diversidays. Adélaïde de Tourtier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice RSE de PwC France et Maghreb et directrice déléguée de la fondation PwC France. On va, même si vous êtes déjà venu sur ce plateau, prendre quelques mots de présentation, comme quand même Diversidays. Oui. Quelques mots. Bien sûr, Diversidays, on est une association nationale d'égalité des chances, notamment dans le numérique. Et donc, on mène toute l'année, depuis diverses années, différents programmes d'égalité des chances à destination des entrepreneurs ou des demandeurs d'emploi. On mène aussi pas mal d'études. Et là, plus récemment, on co-lance avec coédite avec France Travail le Festival Unique. Le Festival Unique, dont Be Smart est partenaire. On est très fiers d'être partenaire et dont on va parler évidemment ensemble dans un instant. La Fondation PwC France, quelles sont ses missions, ses ambitions? Alors la Fondation PwC France agit pour faire émerger des projets pour agir justement sur l'inclusion économique et sociale. Et elle le fait grâce aux compétences de nos nombreux collaborateurs, puisque vous savez qu'on est un cabinet de conseil et d'audit qui accompagne les grands clients dans leur transformation et la résolution de leurs grands problèmes. Donc on met à profit finalement ces compétences pour faire développer des solutions. Et là, je crois qu'on va parler de solutions pour l'égalité des chances. Évidemment, on va essayer de faire émerger des solutions et on va d'abord partir d'un constat, puisque vous avez mené une étude avec occurrence pour France Travail et Diversidays à l'occasion de ce festival unique dédié à l'égalité des chances. Déjà, peut-être une leçon principale. Quelle leçon principale vous tirez de cette étude? Bien sûr. Alors, on tire un constat qui est ce qu'il est, mais qui est qu'aujourd'hui, seuls 10% des Français croient qu'on est en capacité aujourd'hui de trouver sa voie, d'avoir sa chance. On est 53% des Français à ne pas forcément se retrouver, à penser ne pas forcément correspondre à ce qui est attendu de nous. Donc, c'est des constats qui sont assez négatifs, mais avec aussi... On va avoir ce chiffre, 10% des Français estiment vivre dans un pays où chacun a réellement sa chance. C'est quand même... ça ne me surprend pas, parce que je fais partie de ceux qui pensent que chacun n'a pas réellement sa chance, donc je suis dans les 90%, mais quand même, quoi. C'est une forme de lucidité face à un déséquilibre ou des inégalités flagrantes. Exactement, en se rendant compte qu'aujourd'hui, en fonction de différents facteurs, son origine ethnique, son handicap, son âge, son niveau de diplôme, même son apparence physique ou son orientation, il existe aujourd'hui des différences de traitement, des différences de salaire
beaucoup de choses dont aujourd'hui on est victime pour certains, mais pour autant, beaucoup d'entre nous sont dans l'envie de faire progresser les choses, de mener des actions concrètes, de s'engager, d'être bénévole, de voir aussi les entreprises s'engager. Et donc, c'est aussi ça qu'on essaye de faire ressortir aujourd'hui. Et alors, il y a ce chiffre. Est-ce que c'est encore plus sévère, le jugement, en fonction des catégories, en fonction du genre, de l'âge, etc. etc. Bien sûr, ça diffère un petit peu, mais sur l'ensemble de la population, ça reste un constat qui est partagé. Après, il y a un constat qui est aussi plus positif, c'est que quand on accepte sa différence, en général, on est plus heureux. Donc, c'est plutôt bon signe, mais c'est un constat qui est sur l'ensemble. Voilà. Et avec des facteurs qui ressortent particulièrement, l'origine ethnique, le handicap et l'âge en premier lieu. Ouais. Avec les questions d'accès à l'emploi, de rémunération juste, Adélaïde de Tourtier, ce sont des constats que vous faites à votre niveau de la Fondation PwC France, d'une certaine façon ? Alors, tout à fait, au niveau de la Fondation, et puis même au-delà dans nos métiers, en fait, on rencontre en effet parfois des jeunes ou des moins jeunes, mais qui ont en fait ces diversités que Iris a citées et qui n'osent pas, en fait, qui n'osent pas se projeter dans des métiers comme le conseil. Donc, c'est vrai qu'on a ce... C'est pas un métier pour moi. Voilà, c'est pas un métier pour moi, et l'entreprise a ce rôle, en fait, d'aller montrer que oui, c'est possible. Alors évidemment, l'entreprise, elle doit mettre en place des dispositifs, par exemple, faire auditer son process de recrutement, pour être sûr qu'on n'a pas un biais sur un CV avec une photo, une adresse, voilà. Un nom. Un nom, tout à fait. Donc on sait que ces biais existent, hein. Ça a été documenté, largement documenté dans toutes les entreprises. Voilà. C'est plus facile de trouver un job quand on s'appelle Jean Dupont plutôt que Mohamed, je ne sais pas quoi. Exactement. Pardon, mais il faut dire les choses. Hein. Tout à fait. Donc on a les entreprises ont ce rôle finalement d'assurer que les dispositifs ne vont pas favoriser les biais, même si humainement, évidemment, après, voilà. Donc, humainement, comment on fait ? On a des sensibilisations aux biais. Et puis après, justement, il y a aussi cette rencontre. Une fois qu'on a rencontré le jeune ou la personne en situation de handicap, c'est lui montrer que c'est possible. Et là, par exemple, chez PwC, on croit beaucoup au rôle modèle. Donc, on en aura d'ailleurs au Festival Unique dont on va parler. Mais voilà, on a un de nos associés qui va parler de ses origines géographiques, origines rurales. On a un autre associé qui va nous parler comment il assume le rôle de rôle modèle LGBT au sein de PwC. Donc, c'est grâce à des dispositifs, mais aussi des rôles modèles qu'on arrive peut-être à faire progresser. Ça veut dire qu'il faut, par exemple, aller dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Ça fait partie des leviers qui semblent évidents, qu'on active déjà, que certaines entreprises activent déjà ? Oui, tout à fait. En fait, l'égalité des chances, c'est vraiment dès le plus jeune âge. Et il existe aujourd'hui des dizaines, même des centaines de solutions sur l'ensemble de la France pour sensibiliser les plus jeunes, pour former les salariés, les managers, pour accompagner les parents qui sont arrêtés pendant un moment de travail. Vraiment, il y a des solutions pour tous et toutes. Et ça se prend à tout âge, pour tout type de différence. Et aussi pour ceux qui n'en ressentent pas forcément le besoin, mais qui pour autant peuvent aussi montrer l'exemple et aider les autres à progresser. Mais on parlait des biais des entreprises. Est-ce que on est quand même encore dans une situation énormément de secteurs, métiers en tension, du mal à recruter, etc. Est-ce que ça a quand même fait bouger les lignes ? C'est-à-dire qu'il y a un moment où des DRH dans des entreprises qui sont confrontés à cette situation de métier en tension, il faut peut-être que j'ouvre le spectre. Quoi. Ça change, ça, quand même. Oui, bien sûr, ça change. On a beaucoup d'entreprises, PwC en fait partie. On coédite le Festival Unique avec France Travail, mais aussi avec d'autres entreprises, AXA France, Google, les entreprises s'engagent qui fédèrent tout un réseau d'entreprises, l'APEC. Donc il y a beaucoup d'acteurs, et puis il y en a plein d'autres qui seront sur Unique. Il y a beaucoup d'acteurs qui expriment aussi ces envies et ces besoins de recrutement et qui peinent à trouver des candidats. Donc ce sera aussi l'objet du Festival Unique, mais aussi de tous les acteurs qui seront présents et qui peuvent permettre à ces recruteurs de trouver chaussures à leur pied. Il y a un argument évident, Adélaïde de Tourtier, c'est l'effet positif de la diversité en entreprise. C'est-à-dire plus il y a de diversité, plus une entreprise est efficace. Est-ce qu'on peut dire ça ? Alors, l'efficacité est difficile à mesurer, mais ce qui est certain, c'est que tous ceux qui l'expérimentent disent qu'ils ont vécu une expérience différente, qu'ils ont sorti un projet de façon différente et que sans la diversité, le projet n'aurait pas été le même. Donc,
c'est ça qu'il faut prouver tout le temps, il faut le dire, il faut le partager. Et puis si l'efficacité se mesure à long terme sur les chiffres, alors on a eu des études sur les entreprises où les comités de direction étaient mixtes, hommes-femmes, et avec des rentabilités qui étaient démontrées. Donc oui, sur le long terme. Mais au-delà de l'efficacité, c'est aussi de se dire que l'entreprise, c'est le reflet de la société. Donc, c'est pas les portes de l'entreprise se ferment et puis on est dans un petit monde différent. On est le reflet de notre société. Donc, on a les personnes qu'on croise dans la rue, dans le métro, etc. Donc, on travaille ensemble et c'est vrai que voilà. Oui, mais ça veut dire sortir par exemple des grandes écoles. Parce que les grandes écoles, elles ne reflètent pas cette diversité, ou pas assez. Alors justement, c'est là où on doit travailler sur les métiers de demain et avoir cette réflexion prospective en se disant de quelles compétences j'ai besoin demain, de quelle qualité humaine j'ai besoin demain dans mon équipe, et redescendre en fait cette chaîne en disant qui je vais aller chercher. Et c'est là où les associations ont un rôle formidable, justement d'aller détecter ces compétences et ces qualités. Et c'est cette rencontre entre les entreprises et les associations qui permet de construire ces nouveaux parcours. Oui, avec donc ce festival, j'y viens enfin, unique, dont Bismart est partenaire. Vous pouvez nous le présenter? Qu'est-ce qui va se passer? Ça se passe où? Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va faire plein de choses. J'espère bien. Le festival unique, c'est le premier festival d'égalité des chances. En action en France. Donc ça se passe les 15, 16 et 17 mai, les 15 et 16 mai partout en France, à travers 1000 événements. Donc où que vous viviez, normalement, il y a quelque chose pour vous. Et le 17 mai au Parc Floral, l'ensemble est gratuit. Et l'objectif, c'est vraiment de faire l'égalité des chances, de sortir des débats, d'en faire une expérience joyeuse, festive, concrète, où on va réunir à la fois, comme je le disais tout à l'heure, 300 associations, des dizaines aussi d'entreprises engagées, 250 speakers, plein de monde en fait qui se fédèrent autour du grand public pour proposer des solutions, des animations festives, des talks inspirants, des ateliers, du mentorat, de la prise de photos pro, du recrutement. Enfin, vraiment, il y en aura pour tous les goûts. Toute personne peut venir et puis s'informer, se renseigner, se changer aussi les idées et faire peut-être des rencontres qui changeront leur parcours. Ouais, le Parc Floral, c'est le Parc Floral de Paris qui est dans le bois de Vincennes. PwC fait partie des soutiens fondateurs de ce festival unique, Adélaïde de Tourtier. Pourquoi cet engagement? Je le comprends, mais et puis surtout, en quoi consiste cet engagement pour vous? Alors pourquoi? C'est justement cette volonté d'aller montrer ces solutions, d'aller les construire ensemble et aussi de les montrer. Donc sur Unique, nous avons choisi de soutenir précisément un pavillon qui sera dédié à des solutions tech pour le bien commun. Donc pourquoi la tech finalement va agir, avoir un impact positif sur le bien commun? Il y a deux choses. Il y a la tech qui peut sensibiliser. Donc, on va avoir des immersions pour comprendre l'accessibilité numérique. Il y aura la bulle Sista, une expérience totalement immersive pour sortir et abandonner tous les stéréotypes. Et puis, la tech aussi permet de rendre concrètement le monde plus accessible. Et je vous donne un exemple d'une technologie qu'on va accueillir sur notre pavillon, c'est ArtUp. C'est une société qui va permettre à des seniors vivant en EHPAD de vivre des expériences numériques de musée virtuel. Donc, vous faire venir le musée à l'intérieur de l'EHPAD. Je trouve ça intéressant de partager cette expérience parce qu'on parle beaucoup des jeunes et d'égalité des chances, mais il y a aussi les plus âgés. Donc, voilà. Donc, la tech au service de tous ces sujets. Donc, sur le pavillon qui sera soutenu par PwC, il y aura une dizaine de solutions qui seront montrées et bien sûr des collaborateurs PwC aussi qui seront là pour accueillir les festivaliers. Iris Avital, un festival comme celui-là, j'ai bien compris que l'objectif c'est de créer des vocations, en fait. Et vous avez, l'association elle existe depuis longtemps, c'est-à-dire ça marche, c'est-à-dire quand une entreprise vient et dit voilà ce qu'on a fait et voilà ce que ça a changé pour nous, il y a un effet d'entraînement? Bien sûr. En fait, quand on met aujourd'hui, en fait, ce qui est critique, c'est que les personnes qui aujourd'hui sont discriminées, n'ont pas accès à ces opportunités, c'est aussi celles qui n'ont pas conscience des solutions qui existent, des métiers qui existent. Donc, en fait, l'objectif, que ce soit dans les programmes que nous, on mène Diversité, mais aussi que différentes associations mènent et ce qu'on fera sur le Festival Unique, c'est vraiment de fédérer tout le monde autour de ces personnes-là. Donc, à la fois les entreprises, des rôles modèles, des organismes de formation, pour montrer, en fait, et que le discours soit commun de la part de tout le monde, que c'est possible, qu'il existe des opportunités. Oui.
des rôles modèles qui seront présents, alors à Paris ou ailleurs. D'ailleurs, je ne sais pas, vous avez peut-être un ou deux exemples en tête à nous donner? Oui, bien sûr. Alors, on a plein des rôles modèles dans le monde de l'entreprise avec des dirigeants. On aura aussi Thomas Joly, on aura Bilal Hassani, Camélia Jordana, plein de monde. Franchement, il faut venir les découvrir. On réserve aussi des surprises, des animations. Il y aura aussi beaucoup d'interactions du public. Donc, l'objectif, c'est de venir, de s'informer, mais aussi de faire, de proposer, d'agir et de se connecter les uns les autres. Rendre visible ce qui agit, ce qui inspire, ce qui transforme. Voilà l'objectif de ce festival unique dont Bismart est partenaire. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. À bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Prêt pour l'impact. Prête pour l'impact, je pose la question à Pauline Darfeuille. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la responsable ESG France d'Antalis, entreprise française, membre d'un grand groupe japonais, Kokusai Pulp and Paper. Alors, votre métier, c'est quoi? Le papier, les emballages? Alors, nous sommes distributeurs. C'est un métier qui n'est pas très commun, mais donc nous sommes distributeurs de supports papier, de solutions d'emballage et de supports de communication visuelle. D'accord. Tout ce qu'on peut voir dans les magasins, sur les voitures. Donc voilà, nous sommes distributeurs, ça veut dire que nos métiers, c'est l'achat de matières, stockage, entreposage, logistique, avec la distribution des produits chez nos clients. Donc nous sommes tous ces métiers-là et nous sommes donc 4000 collaborateurs dans le monde, présents dans 32 pays. Nous sommes présents aussi en France, plus précisément, avec une dizaine de sites d'agences et 6 entrepôts. Voilà, ça vous donne aussi une notion. Voilà, et je vous donne aussi juste le chiffre des nombres de clients. Nous sommes 100 000 clients nous avons 100 000 clients à travers le monde. Alors, moi, je vais reprendre les chiffres qui sont à peu près les mêmes. Numéro 1 en Europe, en Amérique latine, présence dans une trentaine de pays, 83 centres de distribution dans le monde, 4000 employés au service de plus de 100 000 clients et un chiffre d'affaires de 220 millions d'euros. Et on va rentrer dans, évidemment, ce qui est le cœur de cette rubrique qui s'appelle Prêt pour l'impact, cette stratégie ESG que vous pilotez. Déjà, si vous deviez me la présenter en quelques mots, vous diriez quoi? Alors, cette stratégie, ces engagements en fait, d'Antalis, ils se déploient au travers de 4 volets. Donc, E, environnement, S, social et G, gouvernance, qu'on va justement décliner en 4 volets. La première, c'est en fait nos pratiques commerciales, puisque vous l'avez compris, nous sommes distributeurs, donc nous vendons de la matière. Donc ça va être, à travers tous nos pays, d'avoir des pratiques commerciales responsables, qui aussi répondent et respectent les exigences éthiques, sociales, environnementales à travers tous les pays. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ça va être aussi d'améliorer évidemment notre impact environnemental, donc tenter déjà calculer et réduire notre empreinte carbone. Et ça va se faire à travers toute la chaîne logistique, mais aussi l'achat de matière. Donc pour acheter de la matière, des produits, on va aussi être en mesure de faire une diligence, ce qu'on appelle la diligence raisonnée à l'égard de nos fournisseurs. Et ça se pratique comment? Ça veut dire qu'on va évaluer, on va sélectionner des fournisseurs à travers différents critères, dont on va peut-être parler après. Oui, on va décliner et ensuite, ça, évidemment. C'est la partie sociale. Et là, c'est vraiment inclure la diversité et puis former les salariés, les collaborateurs dans leur environnement de travail. Alors justement, sur les fournisseurs, parce que sur ce pilier environnemental, vous dépendez forcément beaucoup de vos fournisseurs. Alors, j'allais dire comment vous les contrôlez et en même temps, en prononçant cette phrase, je sais, pour avoir reçu beaucoup de chefs d'entreprise ou de dirigeants et dirigeantes d'entreprise, que si c'est que du contrôle, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une sorte de co-construction. Donc, comment vous faites? Oui, alors on a la chance d'être un grand groupe. Donc, on a la chance d'avoir des relations privilégiées avec nos fournisseurs. Et on a donc 2500 fournisseurs qu'on définit comme stratégiques. Ça veut dire qu'en fait... Alors, ils fournissent quoi? Donc, ce sont des industriels. Donc, vous avez parlé de l'industrie papetière. Donc, c'est l'histoire d'Antalis qui est née il y a 25 ans de la dissolution de Herjov-Higgins, vous savez. Et donc, c'est vraiment sa force. Et en même temps, aujourd'hui, avec le déclin du papier, forcément, ça va être aussi un enjeu. Et donc, ce sont des industriels, donc papetiers, industrie du papier carton, mais aussi, on a aussi des industriels qui fabriquent donc des supports qui vont être des supports en PVC, donc plastique. Donc, ces industriels, on a certains industriels qui ont vraiment répondu à ces enjeux environnementaux. Et puis, on a d'autres, il faut les accompagner, il faut les challenger. Donc, c'est au travers de ces discussions, de ces dialogues, on va dire, privilégiés avec eux, qu'on va aussi mettre des indicateurs de
de performance, un engagement sur la conformité réglementaire. Donc ça va être cette relation-là où en fait on va pousser nos fournisseurs à la fois dans les achats, puisqu'on va sélectionner certains produits qu'on voudra distribuer, mais aussi dans la relation à dire quelle est votre empreinte carbone, quelle est votre conformité. Ça veut dire que vous leur donnez en quelque sorte un objectif, une feuille de route à atteindre. Vous leur dites pas c'est comme ça, c'est tout de suite. Parce qu'on a quand même des gros industriels, mais on a aussi des tout petits. Et ça, c'est aussi un enjeu parce que forcément, on parle de gros industriels qui, eux, sont déjà préparés depuis une dizaine d'années. C'est forcément plus facile. Et c'est plus facile et en même temps, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Donc, ils ont aussi tout le volet, notamment social, puisqu'ils travaillent dans des pays qui sont peut-être à risque. Et après, on voit ce qu'on met derrière le risque. Et puis, il y a toute la partie où, en fait, il faut quand même les accompagner sur OK, vous produisez ces produits-là. Et nous, on en sélectionne certains. Mais est-ce qu'il y a un enjeu de traçabilité? C'est-à-dire que vous avez un fournisseur qui lui-même a des fournisseurs, qui lui-même a des fournisseurs. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout quand on parle de forêt. Oui. Alors, oui, je vois où est-ce que vous voulez venir. Mais on va parler de déforestation importée, évidemment. Déjà, ça, on le voit sur tous les secteurs d'activité et encore plus dans la distribution. Les consommateurs, les clients finaux, veulent de plus en plus savoir l'origine de la matière, la traçabilité, quel contrôle elle va suivre tout au long de sa chaîne d'approvisionnement. Donc déjà, finalement, ça, déjà, il faut y répondre. C'est-à-dire, il faut apporter une réponse. Et donc, pour ça, il faut être en confiance, en discussion avec nos fournisseurs. Donc, en effet, il y a la matière. Ensuite, il y a la transformation de la matière avec nos fournisseurs industriels. Et puis après, il y a la façon dont on va le communiquer à nos clients. Parce qu'en fait, en tant que distributeur, on a aussi quand même un rôle, alors un merveilleux rôle de transparence, de pouvoir sélectionner, mettre sur le marché certains produits, mais aussi quelque part de défendre notre position on est quand même distributeur, on ne va pas vous donner non plus toutes les informations de la part de fournisseurs. Donc ça, c'est un challenge, c'est merveilleux, mais il faut quand même qu'on puisse répondre sur la traçabilité. Donc il y a des réglementations. Donc la déforestation, peut-être en importe. Allons-y. La déforestation importée, par exemple, il y a une réglementation, un règlement européen, RDUE, vous le respectez déjà, vous vous y préparez. Alors, le règlement contre la déforestation, donc c'est un règlement européen qui arrive en application au 1er janvier 2026. C'est ça. Donc, en tant qu'industriel, pas petit, alors pas industriel, mais fournisseur de produits papetiers, ça fait déjà de nombreuses années qu'on n'est pas en conformité, mais on est déjà en avance par rapport au fait qu'on a déjà sélectionné des produits qui sont certifiés avec des forêts qui sont gérées durablement. Donc on a déjà ce gage de responsabilité, de travailler avec des fournisseurs qui respectent les enjeux environnementaux de la déforestation, mais aussi de travail, puisqu'en fait c'est quand même très souvent lié. Et ensuite, par rapport à cette conformité sur la réglementation, il faut savoir que c'est une réglementation qui concerne un large spectre de produits. Ça va du soja, de l'élevage bovin, en passant par le bois et ses produits dérivés comme les produits imprimés. Et on peut rajouter les meubles, le cacao, le café, etc. Et donc, c'est vrai que c'est une petite partie de ce large spectre où, en fait, il y a peu d'enjeux sur l'industrie papetière qui travaille déjà avec des forêts qui sont gérées durablement. Donc c'est quand même important de souligner ça parce que en tant que nous distributeurs, finalement, on a déjà avancé depuis de longues années sur ce sujet. Vous parlez de 105 centres de distribution axés sur l'éco-responsabilité. Alors, ça veut dire quoi pour vous ces mots, éco-responsabilité? Donc, déjà, c'est à travers les produits que nous distribuons. Donc, on a une sélection de produits qui sont des alternatives à des produits qui vont faire appel à des matières fossiles. Donc, je parlais tout à l'heure de bâches en PVC ou d'adhésifs. Et donc là, on a des alternatives. Donc, on a développé chez Antalis des systèmes de notation qui vont permettre de mieux comprendre l'impact, la performance environnementale de ces produits. Donc c'est une notation qui s'appelle Green Star System et on a décliné en fait ce système de notation sur tous nos produits, ce qui permet déjà au consommateur final d'évaluer ce que c'est qu'un produit éco-responsable. C'est des étoiles, c'est ça? C'est des étoiles. C'est des étoiles vertes, plus ou moins vertes. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite on parlait de traçabilité. Donc éco-responsabilité, il y a la transparence aussi. Et là-dessus on a aussi mis en place un système de collecte de l'information pour mieux informer nos clients finaux. Donc, comme exemple, je peux vous donner la Green Card, qui est une petite carte où on va montrer les substances préoccupantes, l'origine de la matière, la recyclabilité du produit, etc. Et donc ça, c'est pour mieux informer. Donc ça, c'est l'éco-responsabilité des produits. Et après, dans l'éco-responsabilité, évidemment, il y a l'entrepôt, il y a comment on gère. Alors, les entrepôts, on en parle dans un instant, ça m'intéresse aussi, mais sur je reste sur ce Green Star System.
Bon, c'est quoi? C'est de 0 à 5, c'est ça? Alors, c'est de 0 Je veux bien à des 5, exemples oui. de produits bien notés, et puis ensuite, on va voir ce sur quoi on peut travailler. Alors, comme exemple, le plus simple, sur le papier, on va avoir par exemple le mieux noté, ça va être celui qui est issu de fibres recyclées. D'accord. Et qui est fabriqué par une usine qui est certifiée avec les plus hautes certifications environnementales, comme l'ISO 14001 par exemple. Donc ça va être un papier avec un très fort impact, faible impact environnemental. À l'inverse, ça va être un papier avec une forte blancheur, donc des agents de blanchiment. Une usine, mais il y en a quasiment jamais qui sont pas certifiés avec des normes environnementales. Si on regarde des produits qui sont peut-être plus difficiles à évaluer, comme un produit comme une bâche par exemple. Donc si on introduit de la matière recyclée, donc le nombre de la notation va s'améliorer. Ouais. Donc un produit qui introduit de la matière recyclée, qui est une origine européenne et qui est fabriqué dans une usine qui a une certification environnementale, elle va être mieux notée. Est-ce que les produits qui sont les mieux notés, les plus green, sont forcément plus chers? Je peux difficilement répondre non. Mais ça dépend des produits. Ouais. C'est-à-dire que sur des produits justement qui servent au support de communication visuelle, sur de l'emballage, donc notamment du calage, en fait des produits qui sont issus du bois vont pas forcément être plus chers, mais en fait comme ils vont être plus lourds, parfois ils vont peser plus dans la balance et donc souvent ils ont un prix au kilo qui va être plus cher. Mais si on regarde la partie papier, là, on n'est plus du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Donc là, ça ne veut plus rien dire. C'est pas forcément parce qu'un papier est recyclé ou il a un faible impact environnemental qui va être plus cher. Ouais. Parce que sinon, la plupart des entreprises communicantes ne feraient pas appel aux dispositifs, enfin aux matériaux papier. Quoi. Ces entrepôts, alors, qu'est-ce que vous avez fait pour les rendre, pour réduire leur impact? La plus belle marge de manœuvre qu'on a faite, ça a été de changer les lampes traditionnelles en LED. En LED. Donc là, c'est ça, c'est vraiment toutes les entreprises, mais c'est vrai que l'effet, il est comptabilisé, il est immédiat. C'est 15% de consommation énergétique en moins. Ensuite, avec ça, on a accompagné ça en mettant des systèmes automatiques d'éclairage. Oui, quand la pièce est vide, elle n'est pas éclairée. Ce qui améliore le confort aussi de ceux qui travaillent, des opérateurs qui travaillent en entrepôt. Et après, dans la partie, donc ça, c'est vraiment le bâtiment. Ouais. Et après, évidemment, dans la partie logistique, on va parler du transport. Et là, nous, on n'a pas notre propre flotte de véhicules en France. Par contre, on achète de la prestation et on pousse nos transporteurs à verdir leur flotte, à s'engager aussi à réduire leurs émissions. Antalis France s'est engagé depuis 2023 dans un programme qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport de 5% par an. Donc, c'est le programme qui s'appelle Fret 21. Ouais. C'est une association, Fret 21. C'est un label, c'est une association qui appartient à CO2, et à Eve CO2. Et en fait, nous, sur la première année, on a déjà réduit de 8% ces émissions. En changeant de prestataire? En changeant de prestataire, en sélectionnant des prestataires qui eux-mêmes se sont engagés dans ce même type de label pour des chargeurs de camions. Donc, nous, on charge les camions. Eux, en fait, ils remplissent les camions avec leur... Donc, c'est eux qui vont avoir le plus fort impact. Eux, ils vont changer le carburant, ils vont mieux optimiser leur trajet. Donc, en fait, en faisant ce choix-là, déjà, on réduit les émissions. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire que ceux qui ne le font pas perdent des marchés. Oui. De fait. Oui. Mais de toute façon, les consommateurs, encore une fois, sont de plus en plus regardants sur ces aspects-là. Et en termes de prestataires de logistique, on est obligé de passer par la case transport. Quand vous parlez vous évoquiez le PVC, je voudrais qu'on parle des plastiques parce que c'est un métier où il y a forcément pas mal de plastique. Est-ce qu'il y a, déjà on va commencer par, est-ce qu'il y a des plastiques, comment je peux dire ça, indispensables? C'est-à-dire que vous vous dites, là, ça reste quand même la meilleure solution. Je vais pas retourner l'équation environnementale dans tous les sens. Je ne peux pas faire autrement. Non, mais bien sûr. C'est vrai que alors, dans les produits plastiques, il y a ceux qui sont indispensables parce qu'ils vont permettre d'éviter les chocs, de protéger des chocs. Ouais. Ils vont permettre d'être réutilisables. Donc, c'est aussi pour ça qu'on parle de réemploi aujourd'hui et le plastique le permet beaucoup. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis après, il y a la partie gestion des déchets. C'est-à-dire qu'un plastique, et c'est difficile de le dire, mais s'il était bien géré à la fin de sa vie, on pourrait le réintégrer dans un processus de recyclage, de revalorisation. Et c'est désormais un nouvel enjeu, c'est d'accompagner nos clients sur ça, sur la gestion de leurs déchets.
Et ça, c'est vraiment l'enjeu actuel. Ça va être, il y a la conformité réglementaire qui va nous y pousser. Ouais. Mais si nous, on n'est pas proactif sur ça, on va perdre quelque part des clients qui eux-mêmes vont être obligés par leurs clients finaux à réduire leur consommation de plastique. Je voudrais qu'on regarde quelques chiffres de la PLV. C'est Circulaire qui donnait ces chiffres il y a un an, au mois de mai 2024. 100 000 tonnes de déchets par an générés par la PLV, majoritairement non recyclés. Plus de 80% sont estimés brûlés ou incinérés en fin de vie hors carton. 30% de la PLV produite, ça me désole, n'arrive même pas jusqu'aux yeux des consommateurs. Ça veut dire qu'on produit, mais finalement, on ne l'utilise pas. Hein. Oui. On est bien d'accord. L'industrie de la PLV, ça pèse 9 milliards d'euros à l'échelle de l'Europe. C'est encore un modèle linéaire, quand même. C'est-à-dire, je produis, j'utilise, je jette, quoi. Très majoritairement. Alors oui, et en même temps, il y a des industriels qui font un gros effort et qui s'y préparent avec des investissements assez lourds de réinsertion de leurs déchets, donc ce qu'on appelle les déchets post-industriels, dans leur système de fabrication. Et déjà, si on arrive à réutiliser cette partie-là, bon. Mais vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un changement d'état d'esprit quand vous fournissez des affiches, ça fait partie de vos métiers. Donc quand je parlais des pratiques commerciales et quand je parlais de la formation, c'est vraiment... On ne peut pas parler de transition sans information et formation. Oui. Donc c'est vrai que c'est aussi accompagner nos pratiques commerciales dans l'information de ces enjeux-là. Donc déjà, ils sont conscients parce que leurs clients les informent, mais c'est aussi leur dire mieux informer ce que font nos industriels. Donc les industriels, ils ont déjà mis en place des investissements de capter la gestion de leurs déchets, de la réduire. Et c'est déjà, je trouve, un gros travail ce que font les industriels. Et ensuite, c'est d'accompagner les clients finaux à dire... essayez d'optimiser votre production également pour réduire les déchets. Ou de réutiliser. Est-ce que c'est possible? Parce que quand on parle de publicité dans les magasins, donc on ne peut pas forcément la réutiliser dans un autre magasin. C'est vrai, et c'est pour ça qu'on va aussi sélectionner des produits qui vont être plus alternatifs, donc issus de matières bois, qui vont être beaucoup plus faciles à recycler. Et c'est possible, c'est vraiment possible. Alors, il y a évidemment la notion de coût, il y a la notion de transport, parce que parfois, un carton, c'est plus lourd ou plus encombrant qu'un plastique qu'on va enrouler, qu'une bâche qu'on va enrouler. Mais c'est un changement d'habitude. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire qu'il faut montrer que c'est possible. Et j'étais à un salon hier et on voit déjà dans des salons, dans l'événementiel, on voit déjà beaucoup plus de panneaux qui sont faits à partir de matières renouvelables que de bâches. C'est déjà visible. C'est juste qu'il faut accompagner ce changement et former et informer. Oui. Est-ce que, alors on a, je pense, et vous et moi, un biais, c'est-à-dire moi je présente une émission qui s'appelle Smart Impact, je baigne dans ces enjeux environnementaux, et vous, c'est votre responsabilité chez Antalis. Donc, peut-être qu'on a tendance à voir le verre plutôt à moitié plein, mais on est dans une période qui est quand même compliquée, où on a plutôt ce sentiment d'une société qui a du mal à accepter la transition environnementale, peut-être parce qu'on l'a posée d'une façon trop anxiogène, trop culpabilisatrice. Est-ce que vous le ressentez, ça? C'est-à-dire que finalement, des clients qui sont un peu moins exigeants en la matière, etc. Alors, non, parce que justement, comme je suis responsable en fait de la RSE, tout le monde a un mot à dire sur le développement durable. Donc, tout le monde mais un mot, c'est pas une action. Un mot en disant, il faut que je travaille avec toi sur ce sujet-là. Il faut que tu viennes avec moi voir ce client. Il a des questions sur ce sujet-là. Je ne sais pas y répondre. Comment tu peux m'accompagner? Donc, non, je ne le ressens pas dans mon travail. En tout cas, je sens qu'il y a vraiment aujourd'hui une marge de manœuvre, une action à mener. Par contre, c'est sûr et certain que dans l'action, quand on regarde beaucoup plus large, c'est difficile, c'est un enjeu, c'est un challenge. Et bon, moi, c'est aussi cette raison, la raison pour laquelle j'ai rejoint Antalis, c'est que c'est un challenge de venir accompagner ce changement en disant c'est possible, on va y arriver, il faut travailler ensemble. C'est un métier transverse. Donc c'est vrai que le développement durable, ça touche aux achats, à la logistique, à la communication, au marketing, mais il faut que tout le monde se réunisse. C'est pas juste de dire viens travailler avec moi et on va arriver. Non, il faut se mettre ensemble et il faut accompagner le changement. Et quand on est présent dans plusieurs pays dans le monde, il y a forcément aussi des parallèles. Des parallèles, des réglementations qui sont pas les mêmes, etc. etc. Je voudrais qu'on parle un peu plus du S, de l'ESG, des engagements sociétaux. Et si vous deviez donner une priorité, ce serait quoi?
J'allais en donner 2, mais en fait, allez-y, 2, soyons fous. Chez Antalis, il y a vraiment une politique forte de la santé-sécurité. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un engagement fort à la fois des ressources humaines, mais de toutes les équipes logistiques, réduire le taux d'incidents. Donc juste comme chiffre, on a réduit on est passé de 10,5 à 3 en 5 ans. Alors c'est quoi ça veut dire quoi, c'est le nombre 10,5 d'accidents Oui. par le nombre d'employés. D'accord, bon, ok. Et c'est pour dire qu'on a quand même une grosse partie de la masse salariale qui travaille en entrepôt. Donc c'est vrai que c'est à la fois en termes de diversité, donc c'est le deuxième point en termes de diversité, c'est un challenge aussi, puisque ça pèse dans la balance salariale. Et donc c'est aussi ça, c'est la politique santé-sécurité, et aussi introduire plus de femmes dans notre masse salariale. Et en fait, il y a 25% quand même dans les comités exécutifs régionaux qui sont composés de femmes, ce qui est déjà pas mal sur un métier qui reste quand même la distribution de la logistique. Donc c'est vraiment ces 2 volets-là. Et en revanche, en salariat, c'est quel pourcentage de femmes? C'est 40%. Oui. Sur le monde. D'accord. Donc après, quand même, sur la France, on a un indice égalité professionnelle de 93 sur 100, qui n'a cessé de croître d'année en année chez Antalis France. Et c'est une belle représentativité de ce que fait la politique RH en France. Est-ce que l'intelligence artificielle est déjà en train de transformer vos métiers ? Et qu'est-ce que ça provoque chez les collaborateurs du groupe? Parce qu'en général, il y a de l'inquiétude associée. Oui, alors c'est vrai que c'est une bonne question. Il y a les métiers de la création, de la communication, pour qui c'est un super challenge, encore une fois, d'utiliser l'intelligence artificielle. Ça suscite plus d'inquiétude, de curiosité, et on va accompagner justement toute la force commerciale, force de vente, en fait, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Comme tout métier, il faut s'y intéresser, il ne faut pas se précipiter, et c'est ce qu'on fait. Ça fait déjà 2 ans que le groupe suit un peu les évolutions pour voir comment on va l'introduire dans nos métiers. Oui. Et pour l'instant, il n'y a pas de métiers qui disparaissent, il y a des métiers qui se transforment, c'est ça? Ah oui, c'est des métiers qui se transforment. Après, évidemment, dans les entrepôts, on a une partie automatisation, mais néanmoins, on a beaucoup de variétés de produits qui font qu'on a besoin de manutention, et on accompagne ça justement avec la politique santé-sécurité en les accompagnant sur de la... Après, on sait qu'il y a des robots coupés à de l'intelligence artificielle qui ont la capacité de plus en plus fine à reconnaître les différents colis, etc. Donc potentiellement, quand même, un peu moins d'humains dans les entrepôts. Ouais, ça peut, non, mais c'est vrai. Après, c'est une question de coût, de génération et de localisation. C'est vrai qu'on a des entrepôts qui ne sont pas forcément dans des endroits où on a facilité à recruter des personnes qui sont prêtes à utiliser ou à voir dans leurs entrepôts des mécanismes comme ceci. Mais c'est un enjeu. Il y a, je crois, depuis 2 ans, vous avez créé une journée qui s'appelle l'Idée. Oui. C'est quoi l'Idée? Alors, c'est la journée des bonnes idées, quoi, c'est ça en quelque sorte? Oui, c'est ça. En fait, à travers le groupe, il y a un moment dans l'année, alors c'est tous les 2 ou 3 ans, il y a un moment où en fait on va réunir et on va faire un challenge des bonnes idées et des bonnes pratiques. Donc ça, les collaborateurs apprécient bien ça. C'est vrai qu'il y a plusieurs initiatives comme ça. Il y a aussi une initiative le Duo Day où en fait on va proposer à une personne en situation de handicap de venir faire un métier, accompagner un métier chez Antalis. Mais l'idée, je trouve ça super, mais c'est bien s'il en ressort vraiment des projets ou des transformations, vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon c'est même frustrant pour les salariés. J'ai participé à ça, j'ai ouvert la boîte à idées, puis 2 ans après, il n'y a rien qui s'est passé, quoi. Non, c'est notamment utilisé dans le système de management de la qualité. Donc, c'est une entrée dans notre système de management de la qualité. On va prendre cette boîte à idées pour en prendre et en capter certaines idées et les mettre en place ou pas, les évaluer et les comparer par rapport à d'autres initiatives. Puisqu'on est dans la politique RH, on l'a dit tout à l'heure, plus de 4000 employés un peu partout dans le monde. Ça veut dire des réglementations, des cultures différentes, des religions différentes. Comment vous donnez une ligne directrice, qui est la ligne directrice d'un groupe français avec un ADN français? C'est pas une question facile parce que c'est vrai que Antalis est présent à travers le monde, donc il y a déjà des réunions internationales qui permettent de mélanger et de brainstormer un peu toutes ces cultures, surtout avec un management japonais. Oui, avec un actionnaire principal japonais qui est fortement impliqué d'ailleurs dans la politique ESG du groupe. C'est vraiment un impact fort pour eux. Donc c'est déjà à travers ces réunions, à travers ce management qui réunit quand même des comités, qui fait des
des comités réguliers à travers tous les pays. Donc je dirais que c'est aussi une présence, une information. La politique RH est là pour aussi essayer d'amener des indicateurs à travers les pays, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Ouais. Un actionnaire japonais, c'est pas forcément simple. Ça, c'est pas une question facile non plus. Non, mais non, je trouve que moi, pour avoir déjà travaillé dans le passé avec un actionnaire japonais, je trouve que ça oblige à aller dans le détail. Et ça, je pense que n'importe quelle boîte, même si ça, on a tendance à penser que c'est embêtant, c'est une bonne chose. Hein, ça pousse vers la conformité vers la réglementation, donc c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Pauline Darfeuille. Alice, c'est pas tout à fait le même métier. Et à bientôt sur Bismart Fortune. C'est l'heure de notre rubrique Startup et Innovation. Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec Olivier Tran. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Biscornu, vous l'avez créé en 2020. Exactement. Avec quelle idée? C'était quoi le déclic? Le déclic, c'est mon enfant qui est autiste sévère, Alexandre, et qui n'avait pas de solution de prise en charge tout simplement à cette époque-là, donc il restait à la maison. Et comme il n'avait rien à faire, ça s'est pas très bien passé puisqu'il a regardé en boucle des vidéos de suicide. Donc moi j'ai arrêté une carrière un peu confortable dans l'industrie de l'aluminium pour essayer de construire un avenir pour mon enfant. Et l'idée est venue de créer Biscornu, qui est un traiteur événementiel, une maison de gastronomie, pour qu'on puisse démontrer que ces jeunes porteurs de handicap cognitif, mental, puissent travailler très efficacement. Avec ce chiffre qu'on a trouvé en préparant évidemment cet entretien, 2 millions de personnes en situation de handicap neuro-atypique en France, avec alors là moi j'ai pas le chiffre et c'est pas une colle, si vous l'avez pas c'est pas grave, mais avec un taux de chômage à quel niveau? Qui est de plus de 80% en fait. Oui, c'est ça, j'allais dire c'est stratosphérique, quoi. C'est incomparable. C'est exactement ça, ça veut dire qu'on n'a pas l'occasion pour ces jeunes-là de suivre, enfin ils n'ont pas l'occasion de suivre un apprentissage classique. Certains ne savent pas lire, pas écrire. Mon fils par exemple ne sait ni lire, ni écrire, ni même parler. Pourtant, on se rend compte, nous les parents, qu'ils peuvent bien faire des choses à la maison. Donc typiquement, débarrasser un lave-vaisselle, il sait très bien faire et en plus ça l'amuse et il aime bien le faire tous les jours. Donc sur ce constat qu'ils peuvent faire des choses simples, eh bien, on a pu construire un projet pour les embarquer dans l'aventure de l'entreprise. Alors, c'est une entreprise, c'est un traiteur. C'est un traiteur. Qui participe pour des événements. Et alors, ce que j'entends là, c'est passionnant, parce que ça veut dire qu'il faut être pointilliste, c'est-à-dire qu'il faut trouver la mission qui correspond à chacun et à chacune. C'est tout à fait le projet, c'est tout à fait l'idée de dire chacun d'entre nous, on a des qualités, des talents, et aussi on a des choses qu'on ne peut pas forcément bien faire, et qu'on n'a pas forcément envie de faire non plus d'ailleurs. Et donc c'est de trouver le bon endroit pour chacun, pour être juste à sa place, à sa bonne place, pour être efficace, au bon niveau de qualité et de quantité. Et alors, parce que quand on organise un événement, il y a des métiers incontournables. Il y a des métiers en cuisine, dans un laboratoire, pour faire de la production de pièces cocktails très fines. Donc là, on va embaucher plutôt des jeunes qui seront très à l'aise pour éplucher des légumes, pour les tailler. D'autres qui vont être très à l'aise pour assembler de façon très minutieuse. Et puis, vous avez le service, quand on va être devant le client, donc dans les entreprises ou dans des gros événements, où là, on aura d'autres types de jeunes qui vont être très à l'aise pour servir devant plein de gens, plein de monde, être très à l'aise avec tous ces gens-là. Et donc, ça veut dire les former aussi? Ça veut dire évidemment les former. Et même, j'ai été trop vite, les détecter, c'est-à-dire que l'entretien d'embauche, il doit être particulier quand même. Alors justement, c'est pour ça que Biscornu n'est pas seul. J'ai créé 3 structures complémentaires dans un écosystème d'inclusion pour réussir ce pari un peu fou d'embaucher nos enfants très différents. Eh bien, il y a Affûté, qui est une association, qui est un organisme de formation. Donc Affûté veut dire l'association pour la formation universelle aux tâches élémentaires. Donc on va détecter justement les jeunes et les talents de ces jeunes-là avec un profilage très précis, selon 27 axes d'analyse maintenant, pour détecter la capacité ou l'aptitude de pouvoir réaliser certaines tâches. Et on va faire le matching avec les tâches élémentaires qu'on va recenser dans toutes les entreprises, Biscornu en étant une parmi toutes. Donc on va adopter la même technique de pouvoir profiler le besoin d'aptitude selon les mêmes 27 axes. Et on va faire rencontrer les deux pour dire ce jeune-là, il a les aptitudes nécessaires pour faire ce travail-là ou cette tâche-là. J'aime bien cette idée qu'on puisse être biscornu et affûté à la fois. Ça va très bien ensemble. Vous publiez un livre de recettes
Exactement, chez Albin Michel. Oui. C'est quoi l'idée de ce livre? Et puis on va comprendre que les bénéfices vont justement à l'association en question. L'idée de ce livre, c'est précisément de démontrer que c'est un chemin... C'est un livre de recettes, c'est ça? C'est un livre de recettes déjà, voilà, exactement. Donc ça s'appelle En cuisine avec Biscornu. Publié par Albin Michel, disponible à la FNAC ou n'importe quel endroit. Et donc ce livre-là, c'est un livre de recettes fait par des meilleurs chefs français, donc des meilleurs ouvriers de France ou des chefs étoilés, qui œuvrent précisément pour l'inclusion de ces porteurs de handicap. Ils ont construit des recettes qui conviennent pour ces jeunes-là, avec des engagements très forts, puisque c'était 100% local, 100% bio, 100% de saison. Il n'y aura pas de chocolat, par exemple, dans ces recettes-là. Et l'idée, c'est de pouvoir créer, en fait, le bon angle d'attaque et d'installer ces jeunes comme des références, comme des étoiles. C'est eux qui vont montrer la voie et le chemin, en fait, à d'autres acteurs de ce milieu de la restauration. Ouais. Et ces chefs étoilés ou ces meilleurs ouvriers de France, ils ont eux-mêmes embauché des jeunes dans leur cuisine. Ils sont tous, en fait, très engagés pour ces valeurs de partage, de solidarité. Ça fait partie du métier même de chef cuisinier, hein, de construire quelque chose pour un public, pour des clients, et de partager des saveurs, de partager des émotions. Et en fait, la partie intégration, inclusion fait partie intégrante de ces notions-là de cuisine et de partage. Et donc, ils ont embauché et ils veulent embaucher davantage de porteurs de handicap dans leur cuisine et puis surtout construire le chemin d'avenir pour ces jeunes. Vous travaillez toujours à Matignon. J'ai lu qu'il y avait eu un certain nombre de réceptions. Exactement. Donc, on travaille pour les services du Premier ministre. Donc, on intervient pour le Conseil d'État, la Cour des comptes. Et ça, c'est très valorisant pour ces jeunes porteurs de handicap de pouvoir être dans des institutions et de montrer, en fait, dans des lieux où il y a besoin d'avoir un niveau d'exigence très élevé, qu'ils sont capables d'assurer en fait des événements de très haute tenue, de très haute qualité. Tout ce projet-là vise à faire de la pédagogie auprès de ceux qui nous écoutent, des entreprises, des employeurs, de dire chez vous également, il peut y avoir des tâches élémentaires qui peuvent être réalisées par ces jeunes porteurs de handicap. C'est un travail collaboratif et à construire ensemble en fait. Faisons leur chemin à eux. Ils méritent d'avoir leur place au milieu de nous. Merci beaucoup Olivier Tranet, bon vent à Biscornu. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!